merci à toutes celles, à celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette conférence de presse. Je voudrais remercier les équipes de Mountain Planet qui ont préparé avec Alexandre cette conférence de presse, cette réunion. Merci à Alexandre, à Alternative Média et à toutes ces équipes parce que c'est une première aussi pour eux d'organiser une conférence sous ce format-là. Et puis, je voudrais remercier bien sûr Laurent Vanna. Nous sommes ravis d'être à nouveau partenaires de la présentation de son Snow Report. Mountain Planet devait ouvrir ses portes aujourd'hui. Nous devions inaugurer le salon à l'heure où nous nous retrouvons. Et Laurent devait cet après-midi présenter sa conférence dans le cadre de la première conférence de nos Mountain Planet Masterclass, qui était un cycle de conférences internationales que nous préparons avec le partenariat de Mountain Leader. Et Laurent devait présenter cet après-midi son étude avec un certain nombre de conférenciers. Ce Story Report étant attendu par la profession, parce que c'est une étude extrêmement importante, c'est un travail majeur qui est réalisé par Laurent, mais il était important qu'on puisse vous le présenter malgré tout, d'où cette conférence de presse. C'est symbolique pour nous de le faire aujourd'hui. C'est aussi le témoignage du fait que nous sommes d'ores et déjà, toutes les équipes d'Alpexpo et Mountain Planet, focalisées sur l'édition 2022 du Salon. Pour l'heure, je vous laisse avec Laurent et la présentation de son Snow Report. Merci. Merci François. Bonjour à tous. Donc, j'ai adapté la présentation du rapport international pour faire ça dans le cadre d'une vidéoconférence. Donc, c'est un peu plus court que ce que j'aurais fait à Mountain Planet. Mais je vais switcher sur la présentation des slides. Comme ça, les vues vont disparaître. Et puis, vous allez voir uniquement les diapositives. J'espère que vous arrivez tous à faire les réglages qu'il faut pour voir. Normalement, c'est affiché en plein écran. Si vous avez les vignettes avec mon visage qui s'affiche, vous avez intérêt à la déplacer tout à gauche en haut de l'écran. Ça ne perturbera pas après les diapositives parce qu'il y a une marge qui n'a pas d'affichage particulier. Donc, le rapport 2020 sur le tourisme de neige et de montagne. Pour ceux qui sont familiers de ce rapport, vous savez que c'est un rapport que je fais depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, il y en a déjà eu, c'est le 12e exemplaire. J'attends juste que la présentation démarre. Voilà. Donc, c'est le 12e exemple, la 12e édition de ce rapport. Pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il couvre toute une série de pays dans le monde. En fait, 72 pays qui sont couverts dans l'édition 2020. Ce sont tous les pays du monde qui ont une station de ski et je suis très, très ouvert d'esprit dans ce que je considère comme une station de ski puisqu'il suffit qu'il y ait un champ avec un semblant de téléski pour que j'inclue ce pays dans mon rapport. Vous voyez qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une adjonction d'un pays, je viens tout de suite. Dans la liste des 72 pays, je relève aussi qu'il y a 4 pays qui n'ont plus de stations de ski actives, qui en avaient dans le passé, mais qui n'en ont plus parce qu'elles ont été détruites ou parce que simplement, ils n'ont plus de neige dans ce pays. La dernière addition à ce rapport, c'est le Népal, le 72e pays couvert. Alors, pour vous montrer comme je suis très ouvert d'esprit dans ce que je considère comme une station de ski, ben vous avez la photo là de la première station de ski du Népal, ou en tout cas le premier ski lift. Vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait artisanal dans un champ où la neige est relativement rare. Et ça me permet juste, pour l'anecdote, de parler un petit peu du Népal. La photo est prise à une altitude d'à peu près 3500 mètres, donc on voit que ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de neige. On voit tout au fond les montagnes blanches de l'Himalaya, mais au Népal, il faut aller à une altitude de 5500 mètres pour rencontrer véritablement de la neige. C'est plutôt accidentel qu'il y en a à 3500 mètres, ce qui fait que le Népal n'est pas un pays très propice au ski. Le fait de l'inclure dans le rapport était aussi l'occasion de le souligner.
Parce que souvent, des gens disent, mais le Népal n'est pas dans ton rapport. Donc, c'est fait. Donc, je viens maintenant au highlight du rapport. Et ce que je veux très fortement souligner, surtout dans le contexte très morose actuellement, avec les stations qui ont dû fermer prématurément à cause du Covid-19, c'est que la saison 2018-2019, qui est couverte par le rapport, j'ai toujours une année de retard d'ici que tous les chiffres soient collectés pour les deux hémisphères. Donc la saison 2018-2019 était la meilleure saison du millénaire en termes de fréquentation des domaines skiables. Il faut revenir à 10 ans en arrière pour trouver la deuxième saison, donc en 2008-2009, et puis la troisième était en 2005-2006. Pour ceux qui ont participé à la conférence de presse que j'avais fait l'année passée, c'était la quatrième meilleure saison, c'était déjà pas mal. Vous voyez ici sur le graphique l'évolution des journées skieurs depuis le début du millénaire. Mais finalement, on voit qu'on a quand même une tendance relativement stagnante avec des hauts et des bas. Mais effectivement, sur les 2 dernières années, l'industrie a repris un peu du poil de la bête. Et puis, en 2018-2019, on était à 2% de plus que la saison précédente. Donc, c'est une chose qui est quand même bien de souligner dans un univers où très souvent, certains sont déjà en train de dire que le ski est fini. On arrive quand même à montrer qu'au niveau mondial, le marché ne se porte pas trop mal, même s'il y a eu des hauts et des bas. Ce n'est pas un marché en grande croissance, c'est certain, mais ce n'est pas non plus un marché qui est complètement sinistré. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018-2019 pour que la saison soit bonne comme ça? Finalement, je dirais d'une façon assez simple, pas grand-chose. C'est simplement dans l'ensemble, tout s'est bien passé partout. On n'a pas eu des pays où finalement il y avait un manque de neige flagrant ou des problèmes économiques criants. Finalement, la saison s'est assez bien passée dans tous les pays. Et puis, certaines tendances que j'avais déjà relevées pour la saison précédente se sont poursuivis, du genre la bonne performance des stations dans l'hémisphère sud, la bonne performance aussi des stations en Scandinavie. Malheureusement, dans la zone Asie-Pacifique, on a toujours le problème du Japon et de la Corée. Là aussi, quand un de ces pays se stabilise, c'est l'autre qui redescend de nouveau. Mais sur la dernière saison, ce n'était pas dramatique. Je dirais ils sont restés à un niveau relativement bas. Et puis, on a bien sûr aussi la Chine qui progresse. Donc maintenant, si je pointe sur certains highlights concernant des pays, en commençant bien sûr par la France, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi au niveau de la France une certaine stabilité. Alors, c'est sûr que si en 2018-19, on n'est pas dans les meilleures saisons, on voit quand même que depuis 2 ans, l'industrie a repris un peu du poil de la bête, même si on est dans une petite tendance déclinante. Alors, finalement, ce graphique a 2 messages. D'un côté, vis-à-vis des médias grand public, de dire mais l'industrie du ski n'est pas complètement morte, le ski n'est pas complètement fini, au contraire, on ne se porte pas si mal. Et un autre message peut-être vis-à-vis des stations de ski, c'est quand même de dire attention, la tendance va pour l'instant pas beaucoup vers le haut. On s'est récupéré un peu sur les 2 dernières années, mais si vous voyez la ligne bleue qui est la moyenne quinquennale, pour l'instant, on est quand même encore sur une tendance légèrement descendante. Et donc, attention, les stations de ski doivent continuer de faire des efforts pour attirer leurs clients, pour renouveler leur clientèle. Aux États-Unis, alors là, la saison s'est très bien passée puisqu'ils considèrent que c'est la 4e meilleure saison de toute l'histoire. À la faveur d'un côté d'un bon enneigement, c'est certain que comparé à la saison 2017-2018, les États-Unis ont une saison qui était bien mieux enneigée, surtout dans le Colorado. Ça avait passablement pesé sur la saison précédente. Mais quand même, on voit qu'on avait eu 4 saisons qui, question d'enneigement ou question économique, n'avaient pas été si bonnes que ça. Et tout d'un coup, on retrouve le sourire, je dirais. Et un élément qui explique ça, c'est ces fameux méga-passes qui se sont déployés très fortement sur la dernière saison aux États-Unis. C'est quelque chose qui est en route depuis une dizaine d'années. Donc, ce sont des forfaits saison multistations qui sont vendus en avance.
comme on a aussi maintenant, par exemple, en Suisse, le Magic Pass, qui permettent donc d'accéder à 20 ou 30 stations de ski qui fidélisent les clients. Et depuis la saison dernière, on a 2 gros exploitants de stations de ski qui ont lancé ces méga passes, donc qui ont attiré pas mal de clients. Et on considère qu'aux États-Unis, il y a peut-être 40% des journées skieurs qui sont faites sur la base de ces méga passes. Donc voilà, les États-Unis ont donné aussi un bon coup de pouce à la progression de la saison 2018-19. Si maintenant je me déplace un peu, et je me suis permis d'aligner sur un même graphique la Chine et la Suisse. La Suisse, ce sont les barres blanches et la Chine, les barres jaunes, pour montrer la tendance à la croissance de la Chine et en parallèle le problème de la Suisse qui avait une descente aux enfers depuis une dizaine d'années, mais qui heureusement s'est un peu rattrapé sur les 2 dernières saisons, même pas trop mal, je dois dire, mais on voit que la Suisse est talonnée par la Chine qui va un jour dépasser le niveau de la Suisse et qui va rentrer dans le club des 7 majors, donc les 7 pays qui ont les plus grosses fréquentations dans les stations de ski. Et je veux continuer sur la Chine parce que c'est aussi là-bas qu'il se passe quand même toujours des choses. On voit quand même chaque année une progression. Et puis, je relève dans le rapport cette année aussi une très forte progression des infrastructures d'apprentissage du ski. Et voyez ces graphiques qui montrent l'équipement de la Chine en matière de centres de ski indoor. Donc là, ce sont des pistes enneigées, mais à l'intérieur. La Chine a maintenant 31 centres de ski indoor qui ont totalisé 2,4 millions de journées skieurs sur la dernière saison. Mais il y a aussi en Chine 45 pistes synthétiques, donc c'est des tapis en plastique qui sont généralement à l'extérieur, qui ont aussi fait 340 000 journées skieurs. Et on a aussi 400 simulateurs, donc ça ce sont des tapis roulants ou d'autres appareils avec des écrans qui permettent de s'entraîner au ski en salle et qui ont réalisé 780 000 journées skieurs. On n'a nulle part au monde ailleurs une pareille infrastructure pour l'apprentissage du ski. Généralement, les centres de ski indoor, quand il y en a quelques-uns, aux Pays-Bas notamment ou en Allemagne, c'est 5 ou 6. Les pistes synthétiques, c'est relativement peu répandu. Il y a uniquement en Angleterre où on en avait, il y a quelques dizaines d'années, à peu près 150 pistes synthétiques, ce qui explique aussi la culture du ski des Anglais. Ils pouvaient s'entraîner chez eux sur des pistes synthétiques. En Angleterre, ça a connu un certain déclin, mais pour l'entraînement, c'est une bonne solution. Et puis, donc, ces simulateurs en salle qui permettent d'apporter le ski dans les villes, qui permettent d'équiper les villes pour l'apprentissage en milieu urbain. Et c'est là-dessus que je veux continuer en montrant encore quelques initiatives qui ont été prises en Chine, notamment avec des stations de ski éphémères dans le Bird's Nest à Beijing, dans le grand stade olympique, donc où on met des pistes de ski pour faire des spectacles de performance, ou aussi, comme on a sur cette photo sur la droite, une piste où les débutants peuvent s'entraîner sur l'extérieur. Mais cette approche de ski urbaine n'est pas limitée à la Chine. J'ai aussi mis ici une photo qui est prise à Genève dans le parking d'un centre commercial. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où dans les villes et qui me permet vraiment d'introduire ce thème que je pense qui est l'avenir des stations de ski et du développement des nouvelles clientèles, c'est de rendre le ski urbain. Et pour moi, c'est un peu le mot d'ordre de la nouvelle décennie, c'est il faut absolument qu'on aille chercher les urbains là où ils sont. Alors, je reviens sur ces centres de pratique urbains en Chine. Les photos là sont Snow 51, qui est un concept qui a été développé en Chine sur tapis roulant, donc c'est ce qu'on appelle les simulateurs. Les photos que vous avez là sont à Shanghai. Donc, très typiquement, on va chercher les gens dans les centres urbains. Donc, ça a de grands avantages. Tout d'abord, la réduction du temps et du coût lié à l'apprentissage. On n'a pas besoin de se déplacer dans une station de ski. On peut faire ça après le boulot. On peut faire ça entre midi et 2 heures. On réduit aussi fortement les facteurs d'intimidation. On n'a pas le froid, les conditions atmosphériques de l'extérieur qui peuvent être rédhibitoires.
On n'a pas besoin d'être habillé d'une façon particulière. On peut venir habillé tout à fait en tenue de ville, n'importe comment. On peut se tenir à des barres, donc la peur de tomber est aussi pas là. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la piste, donc on n'a pas peur d'entrer en collision avec d'autres gens. Il y a beaucoup de facteurs d'intimidation qui disparaissent. On est bien encadré, on n'a pas besoin de marcher jusqu'au téléski ou des choses comme ça. Et puis, on peut même inclure après l'expérience d'un lounge pour aussi apprécier l'après-ski. Donc, ça permet aussi d'introduire d'autres techniques d'apprentissage et de changer cette pédagogie du ski qui, chez nous, est très basée sur un séjour de 7 jours en station de ski et qui peut maintenant évoluer vers un passage d'1 heure ou 2 dans un de ces centres. Vous voyez, on peut se tenir à une barre. On peut aussi être habillé vraiment en training ou en tenue très décontractée. Donc, il y a des tas de barrières qui rendent le ski en extérieur compliqué, qui tombent à ce niveau-là. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi adapté aux nouvelles générations qui ne veulent pas forcément se déplacer pendant 3 jours en station de ski sans savoir s'ils vont aimer le ski. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer rapidement d'une façon souple en ville et à moindre frais. Et ce qu'on voit, c'est que en Chine, je vous ai dit, il y a 400 centres comme ça. Ils sont beaucoup plus rares en Europe, mais vous avez quelques photos ici du centre qui est à Cluses, donc en France. En France, on compte 3 ou 4 centres comme ça. Un à Lyon, un à Bordeaux, encore à Passy. Mais pour moi, c'est l'avenir du développement des nouvelles clientèles, des jeunes générations qui n'ont pas forcément une culture du ski et qui peuvent être introduites au ski par le biais de ces centres de formation urbaine. Donc, j'insiste assez là-dessus. C'est le gros point que je voulais apporter dans le cadre de cette courte conférence de presse. Je souligne encore quelques autres aspects qui sont souvent relevés. Et comme je vous ai dit, c'est la 12e édition du rapport. Donc, en regardant sur certains constats qui étaient faits déjà il y a une dizaine d'années, certains éléments qui reviennent très souvent à la surface, et je voulais en ressortir un ou deux. Cet aspect de bien insister que le ski est un sport, que c'est quelque chose qui est favorable à la santé, que la pratique du ski est un engagement personnel pour faire de l'activité physique. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu négligé, notamment dans certaines nouvelles destinations. C'est aussi un risque en Chine. Mais typiquement en Corée du Sud, on a vendu vraiment le ski très fortement comme un loisir, comme faire un bowling ou un karaoké. Mais le problème, c'est que les loisirs, ils passent beaucoup plus vite de mode que la pratique sportive à laquelle on se dédie. Et c'est aussi ça qui explique la baisse de la fréquentation, notamment en Corée du Sud. Et c'est un risque pour la Chine qui n'est pas encore pour l'instant parfaitement maîtrisé. Un autre élément qui est soulevé depuis le premier numéro de mon rapport, donc en 2009 déjà, c'est l'aspect de service aux clients et de commodité dans la station. Et même si en 10 ans maintenant, on a amélioré les questions de numérisation, on a maintenant des apps et tout ça, ça ne dispense pas d'offrir un service de qualité physiquement dans la station. Et on reste avec ce problème du parcours physique dans la station qui est encore souvent trop compliqué, et d'autant plus pour des débutants qui doivent se promener avec des skis qu'ils n'ont jamais eu en main et des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose je dirais un peu un boulet que les stations traînent depuis longtemps, mais aussi pour dire, comme je disais au début, les stations doivent continuer de faire des efforts pour s'améliorer et on sait qu'on a encore des domaines dans lesquels on peut toujours mieux faire. Donc voilà brièvement, dans le cadre de cette conférence de presse vidéo, un rapide survol de quelques points saillants du rapport international 2020 que vous pouvez télécharger depuis mon site. Il est maintenant en ligne. En allant directement sur la première page du site, vous trouverez le lien qui vous permet de le télécharger. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Alexandre ou à François. Merci Laurent. On va vous envoyer le communiqué de presse immédiatement et vous allez le recevoir dans votre mail dans 3 minutes. Et comme disait Laurent, vous pouvez télécharger. Il y a le lien sur le communiqué de presse, sinon il est sur son site. Ce que je propose, c'est qu'on aborde
les questions-réponses s'il y en a. Alors, n'utilisez pas converser, même si je vois qu'il y a déjà, mais privilégiez s'il vous plaît questions et réponses. Comme ça, Laurent les reçoit directement et peut vous répondre verbalement au fur et à mesure. Voilà. Ben, je vois qu'il y a une première question. Laurent, tu dois la voir. Je vais donc te laisser prendre la main. Voilà, alors je vous lis la question au cas où vous ne l'auriez pas. C'est au sujet des mégapasses, est-ce que cette tendance concerne aussi d'autres pays, par exemple dans les Alpes? Donc au passage, j'ai mentionné le Magic Pass qui est une spécialité suisse. Et pour l'instant, dans les Alpes, c'est la Suisse, je crois, qui est en avance par rapport aux autres pays avec des passes multi-stations. La Compagnie des Alpes a certains systèmes qui fonctionnent dans plusieurs de leurs stations, mais qui ne sont pas encore déployés de la même façon que ces forfaits américains, genre le Epic Pass ou le Icon Pass. Mais la tendance se poursuit, puisqu'en Suisse, on continue avec le Magic Pass, on va être à la saison 4. Et puis, on voit bien que certaines stations ont dans le pipeline d'autres formes de forfaits multi-stations annuelles vendues par avance à des prix discount. Donc, pour moi, c'est une tendance qui se poursuit, même si pour l'instant, dans les Alpes, on est vraiment au balbutiement. Voilà, maintenant je prends la question suivante. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le marché global du ski est mature? Oui, vous voyez sur le graphique que j'ai montré au début, on est quand même sur une grande stabilité avec au niveau mondial certaines différences, puisqu'on a encore des marchés qui sont relativement jeunes et pas encore à un stade de maturité, mais c'est essentiellement la Chine. Les autres marchés en développement sont des marchés très très petits. Je ne sais pas, on a par exemple fait 2 stations de ski en Azerbaïdjan, on a toute une série de stations de ski en Turquie, où là ce sont des marchés qui sont très très jeunes et pas du tout encore à un stade de maturité. La culture du ski est très faiblement développée. Mais sur les grosses destinations du ski que sont l'Europe occidentale, les Alpes et l'Amérique du Nord, c'est sûr que ce sont des marchés matures avec les problèmes de marché mature, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour renouveler la clientèle qui vieillit et qui petit à petit sort du marché, et il faut retrouver des nouvelles clientèles qui ne fonctionnent pas forcément sur les mêmes principes que les clientèles qu'on a et qu'on est en train de perdre. Alors, question suivante. De quelle façon le ski urbain est une passerelle vers le ski en station? Est-ce que les skieurs urbains vont-ils poursuivre en montagne? Alors ça, c'est justement le but de ces centres urbains, c'est que ce soit simplement une passerelle vers les stations de ski. Et on est vraiment pour l'instant au balbutiement de ces centres urbains. Même en Chine, je dirais, il n'y a pas encore forcément d'une façon très bien établie la connexion entre ces centres urbains et les stations de ski. C'est quelque chose à développer, mais le marché là-bas n'est pas forcément suffisamment encore mûr pour qu'ils se rendent compte des intérêts qu'ils ont de développer vraiment de fortes synergies. Alors, par exemple, le Snow 51, dont je vous ai montré des photos, a des partenariats avec des stations de ski et ils essayent d'emmener leur clientèle vers des stations. Ils sont peut-être déjà un peu plus avancés, mais beaucoup de centres urbains ne font pas encore suffisamment la passerelle. Mais c'est vraiment le but, c'est qu'il y ait des partenariats et il faut qu'ils arrivent là à faire des partenariats avec ces centres urbains pour qu'on vende un package. Je ne sais pas, vous venez 5 soirs, 1 heure ou 2 dans le centre urbain et après vous venez un week-end dans la station. Et ça, c'est tout quelque chose à construire. Mais c'est le but. Donc. Alors, pourquoi traiter sur le même graphique les journées skieurs indoor et en station? Alors, théoriquement, dans mes graphiques globaux, les journées skieurs indoor ne sont pas inclus, mais en Chine, on a une exception. La Chine comptabilise aussi les journées skieurs indoor dans les journées skieurs globales en station. Mais autrement, globalement dans le monde, les journées skieurs sont des journées skieurs outdoor. D'ailleurs, on a assez peu de pays qui combinent une forte offre indoor et outdoor. La Chine est une exception là-dedans.
quels effets envisagez-vous de la crise du Covid-19 sur la consommation de ski en France et en Europe? Bon, celle-là, je l'attendais, mais je ne veux pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que j'aime pas trop faire des pronostics sur les chiffres de la saison avant que les associations nationales aient fini de connecter les chiffres. Ce que je peux dire globalement, c'est que la durée résiduelle de la saison dépend des stations. Dans certaines stations, on avait encore 30% de chiffre d'affaires à réaliser quand on a fermé. Dans d'autres stations, on n'avait que 10%. Donc, les stations de moyenne montagne, par exemple, n'avaient peut-être plus qu'une ou 2 semaines d'exploitation. Donc, globalement, vous avez peut-être déjà vu, Domaine skiable de France ont avancé des chiffres sans s'engager trop, en parlant peut-être d'une baisse de 15% au niveau du ski en France. Ouais, je pense qu'on devrait être là en Europe, mais disons, j'aime pas trop donner des chiffres avant que les associations nationales aient fait leur travail de collecte des données au niveau local. Le modèle de délégation de services publics à la française n'est-il pas un frein au déploiement de solutions alternatives telles que le ski urbain ou la création de ski-dômes? Alors, bon, les ski-dômes, je dirais, dans des pays comme la France, c'est difficile d'avoir des cas qui sont vraiment profitables. Il y a déjà eu différents projets qui n'ont jamais vu le jour. En Suisse, il y a aussi eu un projet qui n'a jamais vu le jour. C'est, à mon avis, difficile à rentabiliser. Donc, laissons de côté le ski dôme. Par contre, le ski urbain, pour moi, a tout à fait sa place. Mais ouais, pour l'instant, on a été trop axé, je crois, en disant pour skier, il faut venir en station de ski. Les choses marchaient encore peut-être trop bien pour certaines stations, pour qu'elles s'intéressent à d'autres façons de faire venir la clientèle. Mais je pense que dans la décennie qui vient, on va devoir aller chercher les gens en ville avec du ski urbain comme ça, mais c'est quelque chose, on est vraiment au balbutiement. Et je ne pense pas que le modèle de délégation de services publics à la française est un frein majeur. Souvent, ces centres urbains sont des initiatives propres qui ne sont pas forcément connectées avec la station de ski et ça n'empêche pas des stations en DSP de faire des accords de partenariat avec un centre urbain d'apprentissage. Quels sont les autres 4 pays où il n'y a plus de stations de ski? Alors, les 4 pays qui sont dans le rapport où il n'y a plus de stations de ski, c'est l'Algérie, l'Afghanistan, la Colombie et vous me posez une colle, je crois que c'est le Pérou, un pays d'Amérique latine, où finalement, en Algérie, en Afghanistan, suite aux problèmes terroristes, il y a une dizaine d'années, les stations étaient détruites. Et elles n'ont jamais été vraiment réhabilitées. En Algérie, ils ont reconstruit les télécabines, mais ils n'ont pas réaffecté les stations au ski. Et puis, l'autre problème, il est en Bolivie, où là, il y avait un téléski sur un glacier à 5000 mètres d'altitude, mais le glacier a fondu. Donc, c'est un peu anecdotique. Ce n'est pas des poids lourds du marché du ski. Alors, en France, on dit que le ski n'attire plus trop les jeunes générations. Est-ce exact? Se tournerait-il plutôt vers le ski de rando? Alors, je ne pense pas que les gens qui n'ont pas d'affinité pour le ski vont se tourner vers le ski de rando, parce qu'il faut déjà être bon skieur pour faire du ski de rando. Par contre, l'attractivité du ski pour les jeunes générations, c'est vrai qu'il y a un problème. Pour moi, 50% des jeunes générations n'ont pas d'arrière-plan culturel qui favorise l'apprentissage du ski, c'est-à-dire ils n'ont pas des parents qui savent skier et qui peuvent leur apprendre à skier. Donc, on a cette voie royale pour l'apprentissage du ski qu'on avait jusqu'à maintenant qui est cassée. Donc, il faut qu'on trouve d'autres voies alternatives. Les écoles ne font plus des camps de ski, les collectivités n'ont plus d'argent pour organiser ces choses-là, il y a des problèmes de responsabilité. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve des voies qui facilitent l'accès au ski aux jeunes générations. Et c'est pour ça que je pointais fortement sur cette initiative de ski urbain. Les jeunes générations ont aussi d'autres comportements. Maintenant, ils sont zappeurs. Ils n'ont plus l'idée d'aller passer une semaine dans une station de ski, surtout s'ils ne savent pas s'ils vont apprécier le ski. Donc, il faut absolument qu'on leur donne aussi une façon de consommer le ski qui soit
plus approprié à leurs habitudes. Voilà. Sur les pistes synthétiques, y a-t-il des projets en France, en Europe? À ma connaissance, c'est un gros investissement. Ce n'est pas vraiment un gros investissement des pistes synthétiques. Ça dépend aussi de la longueur. On peut faire ça avec un tapis roulant ou avec un téléski ou un télésiège. Alors là, bon, c'est sûr que si on doit mettre un télésiège, c'est plus cher. Généralement, la longueur de ces pistes est limitée. Il y a quelques pistes d'1 kilomètre, mais c'est généralement quelques centaines de mètres. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire d'une façon relativement simple. Mais je dirais qu'en Europe, comme je disais au début, c'est plutôt sur le déclin. On a eu 150 centres au Royaume-Uni et maintenant, on n'en a plus que la moitié à peu près qui sont en fonction. C'est quelque chose qui ne perce pas beaucoup dans les stations de ski, parce que c'est vrai, dans une station de ski, quand on a un petit téléski, ben, on pourrait aussi mettre de ces tapis, ils peuvent être verts, donc ce n'est pas forcément moche en été, mais c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup pour l'instant. Je n'ai pas vraiment d'explication à cela. Alors, j'ai beaucoup de questions, j'essaye de répondre, j'espère d'une façon quand même, en vous donnant suffisamment d'éléments, même si je ne m'étends pas là-dessus. En cas de poursuite de la pandémie, quels sont mes scénarios pour la prochaine saison de ski? Alors là, franchement, je n'ai pas fait de scénario, mais tout le monde se demande combien de temps ça va durer. Je laisse les spécialistes faire leurs pronostics là-dessus. Je n'ai pas de compétences au niveau médical pour le prévoir, et même ceux qui ont des compétences médicales nous servent toutes sortes de scénarios. Tout le monde ose espérer que la saison de ski d'hiver 2020-2021 va pouvoir se dérouler correctement. On a maintenant des stations de l'hémisphère sud qui se posent la question pour la saison qui se passe pour nous l'été 2020. Est-ce qu'ils pourront commencer à temps? La question est posée, mais je n'ai pas non plus de réponse à ce niveau-là. Les effets de la saison amputée de cet hiver en termes de fréquentation, j'ai déjà répondu, donc je saute la question. Je préconise l'implantation de centres de ski urbains dans les villes. Cela serait-il adapté pour une ville comme Grenoble qui est entourée de montagnes et depuis laquelle les stations de ski sont relativement rapides d'accès? Eh bien, étonnamment, oui. Je vais vous dire qu'on a même quelques-uns de ces simulateurs de ski dans des stations de ski. Typiquement à Saas-Fee, en Suisse, on en a un. J'ai vu aussi en Chine, dans des stations de ski, on avait ces simulateurs. C'est quelque chose qui pourrait permettre aux débutants qui ont un peu peur de se lancer justement à cause de tous les effets, les peurs de l'extérieur, du froid et ainsi de suite, de faire un premier essai qui devrait après les encourager à aller dehors. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est aussi quelque chose qui, pour les professionnels du ski, est intéressant pour pratiquer des mouvements, puisque sur ces tapis, on a une régularité parfaite que vous n'avez pas sur un terrain, puisque vous avez chaque fois des bosses différentes, donc qui permet de répéter des mouvements d'une façon très dans des conditions parfaites pour vraiment détecter les erreurs. Et il y a aussi un intérêt au niveau de l'entraînement du ski. Donc, on peut aussi avoir ça très bien juste à côté des pistes pour entraîner certaines pratiques particulières pour les sportifs de compétition. La tarification dynamique. N'est-ce qu'un épiphénomène ou le début d'une véritable tendance? Non, moi je pense que c'est une véritable tendance qui n'est pas encore très marquée en Europe, mais en Amérique du Nord, elle est très marquée. C'est pour ça qu'on arrive avec des prix de forfait à la caisse supérieurs à 200 $ les jours de forte affluence. Heureusement, on n'est pas à des extrêmes comme ça en Europe, mais c'est quelque chose qui pointe de plus en plus son nez. Il y a chaque année plus de stations qui adaptent la tarification dynamique. Alors, je dirais en Europe, on est de nouveau aussi relativement au début de cela, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va continuer. Les clients l'acceptent pour les hôtels, l'acceptent pour les compagnies aériennes. Il n'y a aucune raison finalement qu'ils ne l'acceptent pas pour le ski. Ça offre aussi des avantages, l'achat par avance, donc on n'a plus besoin de passer à la caisse. Ça permet aussi aux gestionnaires du domaine skiable d'essayer de lisser mieux la saison en faisant des prix plus favorables pour les périodes de pointe. Et puis peut-être aussi d'éviter les monstres affluences des 5 ou 10 jours de pointe de la saison
en là faisant un prix qui est un peu plus élevé et qui décourage certaines personnes de venir. L'expérience de ceux qui viennent et qui payent ne sera qu'améliorée. Le Magic Pass rencontre des problèmes puisque Grand Montana a décidé de le quitter. Est-ce un format auquel les stations de ski en Europe semblent un peu réfractaires? Quid de la France sur un tel outil? Alors, je dirais le problème, ce n'est pas un problème du Magic Pass, c'est un problème de Grand Montana. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient à l'encontre du Magic Pass. L'expérience du Magic Pass a été très bonne sur les 3 saisons. Maintenant, la vente sur la 4e est peut-être un petit peu plus difficile avec le Covid-19 qui est venu. Donc, ils ont rallongé la période initiale où on peut avoir le forfait au prix de lancement. Mais je dirais qu'en tout cas, l'expérience Magic Pass est tout à fait positive. En France, on n'y est pas encore venu, mais bon, vous avez vu que certaines stations sont maintenant venues en France au prix dynamique. Donc, c'est pour moi qu'une question d'année. Mais ça va aussi venir. Avez-vous des éléments d'appréciation sur la rentabilité des centres urbains en Chine et en Corée? Je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais je pense que ces centres urbains, on peut facilement les rendre rentables. Même en France, moi j'ai eu écho d'un centre qui est relativement rapidement devenu rentable. L'investissement est relativement faible. Un de ces tapis simulateurs, c'est 100 000 €, 200 000 € pour des modèles plus grands, plus l'arrangement des locaux. Donc c'est loin même du prix d'un téléski. Donc c'est quelque chose qu'on peut rentabiliser beaucoup plus facilement qu'une simple installation de remontée mécanique. Est-ce que la crise actuelle et l'arrêt brutal de la saison de ski peut mettre en danger l'avenir du ski dans certains pays? C'est un peu prématuré pour donner une réponse à cela. Alors, c'est sûr que certaines stations qui ont des difficultés et qui sont toujours limites, il y en a partout, c'est souvent des stations de basse altitude, ne vont pas être aidées si elles ont dû fermer prématurément et puis elles ont encore perdu une partie du maigre chiffre d'affaires qu'elles font. Je ne sais pas si ça va vraiment les mettre en danger, mais en tout cas, ça ne va pas les aider. Par contre, je dirais au niveau économique, la fin de la saison n'est pas toujours très rentable pour une partie des stations. Donc, une partie des stations ne vont peut-être pas perdre beaucoup malgré l'arrêt brutal. Mais bon, personne n'a apprécié cet arrêt brutal. Donc, tout le monde espère que la prochaine saison va démarrer et remettre les choses dans une perspective plus optimiste. Le principal enjeu auquel les stations de ski auront à faire face à l'avenir, pour moi, c'est très clairement l'apprentissage du ski et l'introduction de ces jeunes générations sans culture de ski à la montagne. Donc, c'est pour ça que je plaidais pour ce ski urbain qui me semble être un canal pour amener ces gens qui n'iraient pas a priori à la montagne, pour les initier au ski et leur donner envie d'aller après à la montagne. Mais bon, c'est très clairement le principal enjeu des stations de ski. C'est un enjeu qui est beaucoup plus important à court terme que, par exemple, les problèmes de réchauffement climatique. Les stations se sont équipées en système d'enneigement et ainsi de suite. Donc, on n'a pas un problème. Certaines personnes disaient, finalement, dans 20 ans, on ne sait pas si les stations pourront encore fonctionner à cause du réchauffement climatique. Ce n'est pas forcément ça la première question, c'est est-ce que dans 20 ans, les stations auront encore des clients? Et d'où l'enjeu de vraiment renouveler la clientèle et travailler fort là-dessus. Alors, je continue. Alexandre, j'ai encore du temps. Donc, les stations essayent de développer leurs offres d'activités hors ski. Prévoyez-vous de regarder d'autres indicateurs que les journées skieurs à l'avenir pour observer l'activité de tourisme en montagne? Grande question. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, tout le monde aimerait avoir des statistiques sur les activités hors ski ou même l'activité d'été. Mais toutes ces activités sont souvent très diffuses, opérées par différents
exploitants, ce n'est pas forcément la société de remontée mécanique qui a le contrôle là-dessus. Donc, on a plus de peine d'obtenir les statistiques. Les journées skieurs, c'est facile parce qu'on a ces portillons d'accès et on compte tous les skieurs, il faut avoir un forfait. Mais typiquement, les gens qui vont en randonnée dans la montagne, que ce soit d'ailleurs en été ou en hiver, on n'a pas forcément de comptage de ces gens. Donc, je dois dire que c'est déjà un exploit de rassembler les chiffres des journées skieurs pour 70 pays dans le monde. Je me suis toujours dit que j'allais m'arrêter là et que je ne me lancerai pas dans l'inventaire des visiteurs des activités hors ski dans le monde. Déjà au niveau national, c'est très difficile de le faire. Les jeunes n'ont-ils pas aussi des préoccupations environnementales qui freinent la fréquentation des stations? Je dirais pour moi le problème environnemental du ski globalement, c'est le fait que les gens viennent en voiture dans les stations de ski et n'utilisent pas les transports publics. Une station de ski, finalement, en elle-même, les remontées mécaniques sont électriques, on est capable de fabriquer de l'électricité d'une façon propre. Dans les Alpes, généralement, on a de l'hydroélectricité. Le seul petit problème des exploitants de stations de ski, c'est encore les dameuses qui fonctionnent au diesel. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. D'ailleurs, à chaque édition de Mountain Planet, on nous présente une nouvelle dameuse plus écologique. On a déjà des modèles électriques, mais qui n'ont pas encore suffisamment d'autonomie. Et c'est quelque chose où l'industrie est toujours en train de se soigner. La neige de culture n'est pas quelque chose qui pollue. Je vous rappelle que c'est uniquement un stockage d'eau. Ça consomme un peu d'électricité, mais si on est capable de produire cette électricité d'une façon propre, il n'y a pas de pollution. Les deux facteurs de pollution majeurs de l'industrie du ski, donc c'est le déplacement des gens qui viennent en voiture et puis le chauffage des hébergements. Et je crois que les stations, la montagne, c'est quand même quelque chose qu'elles ont intérêt à préserver. C'est leur terrain de jeu et toutes, à mon avis, l'ont bien comprise et travaillent dans le sens de préserver la montagne. Le ski urbain suffira-t-il à séduire les jeunes générations pour retourner sur les pistes compte tenu des différences d'environnement et de matériel que vont rencontrer les jeunes en arrivant en station? Alors, bon, c'est une question, mais il faut savoir que finalement, skier sur ces tapis roulants, même si on peut se tenir et c'est plus confortable, en termes de maîtrise du ski, c'est quasiment plus difficile. Et moi, j'ai vu des vidéos d'enfants qui ont été à qui on a appris à skier sur ces tapis roulants et qu'on a après mis sur des pistes. Eh bien, c'était assez impressionnant. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément une barrière entre le passage du tapis roulant à la piste. Et puis, quelqu'un qui se sent à l'aise sur le tapis roulant, de toute façon, il aura envie de pratiquer sur une vraie piste et puis il sera familiarisé. Pour moi, c'est une transition beaucoup plus facile que le débutant qui débarque dans la station de ski, qui se met sur des skis et puis qui passe son temps à tomber et à se relever. Qu'est-ce qui fait que le marché suisse se redresse depuis quelques années? J'ose dire qu'on était peut-être arrivé au fond du trou d'un côté. Et je pense que de l'autre, il y a eu aussi l'effet du Magic Pass. Les stations du Magic Pass, surtout la première saison, ont quand même réussi à augmenter leur fréquentation de 10-15% en tout cas par rapport aux autres. Donc, c'est quelque chose qui a eu un effet positif. Et je dirais, les saisons d'hiver ont aussi été un petit peu meilleures. Et très étrangement, par ailleurs, sur la dernière saison 2019-20, pour laquelle on n'a pas encore les chiffres, on dit que c'est l'hiver le plus chaud depuis les prises de température, en tout cas en Suisse, par Météo Suisse. Mais étrangement, au niveau des conditions dans les stations, elles étaient bonnes. Donc on se rend compte que l'alchimie pour avoir un bon hiver en termes de météo n'est pas si évidente que ça. Même l'hiver le plus chaud depuis les prises de température de Météo Suisse était bon pour les stations. Et l'hiver aurait été très bon s'il avait duré jusqu'à la fin, en tout cas en Suisse. Et je crois qu'en France, on n'était pas loin d'une situation du même genre.
quel est le top 3 mondial des journées skieurs en 2019? Eh bien, on a clairement 3 pays qui se disputent le peloton de tête. C'est les États-Unis, l'Autriche et la France. Donc moi, je les classe sur la base de la moyenne quinquennale dans mon rapport. Et ce sont les États-Unis qui, sur la base de la moyenne quinquennale en 2019, sont les premiers. Des retours sur la fréquentation et la typologie, l'expérience de ski urbain sur piste artificielle ouverte cette année en Norvège sur l'incinérateur. Non, je n'ai pas de retour. C'est sûr que cette piste a fait pas mal de buzz, mais elle n'a pas, il me semble qu'elle n'a pas été ouverte non plus immédiatement pour le public général. Donc, je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais c'est de nouveau une initiative très intéressante parce qu'elle est urbaine, parce qu'en plus, on utilise d'une façon positive un incinérateur. Le problème des lits froids, est-ce un problème surtout européen ou français? Y a-t-il des politiques de lutte menées par les pays concernés? Alors, ce n'est pas un problème uniquement français. C'est un problème finalement pour tous ces marchés majeurs du ski où on a développé les logements il y a une quarantaine d'années et qu'une grande partie du parc est encore au standard d'il y a 40 ans en arrière. Mais il y a plus grand monde qui loge aujourd'hui dans des logements qui sont au standard de 40 ans en arrière. Donc, ces lits, les gens n'y viennent plus. C'est souvent des résidences secondaires que des enfants ont hérité des parents, mais ils n'ont pas envie d'investir pour les mettre au bout du jour. Donc, effectivement, ils viennent de moins en moins souvent. Et on a le même problème qui vient. Une partie de ces lits étaient avant commercialisés dans des parcs locatifs. Et puis, ils ne le sont plus parce que, de nouveau, ils ne sont plus au standard et ils n'intéressent plus les opérateurs. Effectivement, dans les stations de destination, les gens qui viennent en séjour en station sont la clé pour les journées skieurs. Donc, il faudrait effectivement... c'est un problème pour les stations, ces parcs vieillissants. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que certains de ces parcs sont situés à des bons emplacements dans les stations et on n'a plus forcément de nouveaux emplacements pour construire du neuf, où c'est plus difficile. Et puis, on n'arrive pas non plus à reprendre le contrôle de ces lits froids pour les réhabiliter. Il y a effectivement en France des politiques pour essayer de réhabiliter ces lits froids. Il y a eu, par exemple, le programme des Orils, mais aucune de ces initiatives, même si localement ça a pu avoir des effets positifs, aucune n'a réussi à convertir en masse des vieux lits pour en faire de nouveau des lits chauds commercialisés. C'est un petit peu un problème qu'on a eu au début. Alors en France, c'est sûr qu'il y avait ces incitations à mettre en location et pour être exonéré de la TVA dans les résidences de tourisme. Mais malheureusement, à la fin de ces baux et de leur renouvellement, il n'y a pas eu de suite. Typiquement aux États-Unis ou au Canada, on a un exemple très vertueux qui est à Whistler Blackcomb, où par réglementation foncière, les propriétaires ont l'obligation, dans le cœur de village, de mettre les appartements dans un pool locatif. Et aux États-Unis, avec leur système de condominium, hein, c'est l'équivalent américain des résidences de tourisme à la française, on a eu aussi beaucoup plus le modèle de les mettre en location et sur des durées plus longues que ces baux du système français, qui était bon au début, mais effectivement, on n'avait pas prévu la fin de l'histoire. En France, le ski est-il toujours considéré comme un sport coûteux? Pour une famille, par exemple, gros budget pour une semaine et donc certains préfèrent aller au soleil. C'est quelque chose qu'on ressort régulièrement. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, le prix du ski n'est pas une variable explicative d'une augmentation ou d'une baisse de la fréquentation des stations de ski, parce que le ski a toujours été dans ce genre de prix et il faut le dire clairement, le ski était accessible à la classe moyenne, mais il n'est pas forcément accessible à tout le monde à cause de son prix. Par contre,
surtout pour une semaine au ski. Alors c'est sûr qu'il y a des tas d'offres qui sont faites aussi pour démocratiser le ski, justement pour appeler certaines tranches de la population aux stations de ski. La mise en comparaison du ski et du soleil, finalement, il y a déjà aussi des études qui ont été faites qui montrent qu'on peut très bien trouver pour un budget identique une semaine au ski ou une semaine au soleil. Donc, ce n'est pas véritablement ça, pour moi, une explication de la désaffection des gens pour les stations de ski. Mais c'est sûr que partir une semaine au soleil, ben, c'est plus simple. Vous avez moins d'équipement, vous prenez l'avion, vous n'allez pas avoir l'encombrement sur les routes. Donc, des fois, ce n'est pas uniquement la comparaison au niveau du prix qui est des fois pas favorable à la semaine de ski. Alors, je reviens sur une question sur le ski urbain. Suffira-t-il à séduire les jeunes générations pour retourner sur les pistes compte tenu des différences d'environnement et de matériel? Ça, je crois que je les ai déjà répondu en disant que finalement, la transition n'est pas si difficile que ça. Pensez-vous que les forfaits de ski vont augmenter dans les années à venir en Europe et atteindre les mêmes tarifs qu'aux États-Unis? Non, je ne pense pas. Pour moi, les tarifs aux États-Unis sont simplement indécents et les stations ont un business model aux États-Unis, surtout les grandes stations, c'est faire du fric. Voyez d'ailleurs maintenant avec l'histoire du Covid-19, les deux gros opérateurs aux États-Unis, Vail Resort et puis Altera Mountain Company, ont tous les deux dit nos programmes d'investissement pour l'année prochaine sont complètement bloqués. Donc, ils veulent garder leur argent pour payer des dividendes. En Europe, on n'a pas franchement cette mentalité. Alors, je sais qu'il y a aussi des projets qui sont retardés à cause des problèmes du Covid-19, mais je n'ai pas lu que d'une façon unanime, tout le monde a mis ces projets en suspens. D'ailleurs, Zermatt s'est fait fort de communiquer en disant qu'ils poursuivaient leur projet d'investissement pour faire la liaison sur l'Italie. Et je pense que les tarifs qui sont pratiqués aux États-Unis ne sont simplement pas praticables en Europe. Ça explique aussi d'ailleurs le fait qu'on n'a pas d'opérateur américain qui pour l'instant est venu en Europe. À mon avis, ils ne vont pas en trouver pour leur argent. On a un marché en Europe qui est quand même nettement différent des États-Unis. En Amérique du Nord, on a 400 millions de personnes à peu près, ou 500 millions de personnes. On a la même taille de marché en Europe. Mais en Europe, on fait 250 millions de journées skieurs et en Amérique du Nord, ils en font 70 millions. Donc, eux, ils peuvent se permettre d'écrémer et de prendre vraiment les gens qui ont les gros budgets et les gros moyens. En Europe, on ne peut pas se permettre parce qu'on est de toute façon ciblé plus large. Quel pays derrière les US sur la moyenne quinquennale de fréquentation? France, Autriche. Alors là, vous me posez une colle, mais vous n'avez qu'à regarder dans le rapport annuel qui est en ligne. À mon avis, ça dépend toujours si on regarde la moyenne quinquennale ou la moyenne de la saison. À mon avis, sur la moyenne quinquennale, c'est la France qui est en deuxième position. L'Autriche a été une fois ou deux numéro 1 sur une saison, mais pas d'une façon suffisamment soutenue pour pour être en première position sur la moyenne quinquennale. Mais le rapport est en ligne maintenant, vous pouvez le trouver sur mon site et le télécharger et vous aurez la réponse exacte. Moi, je ne l'ai pas juste sous les yeux puisque je suis en train de suivre vos questions. Le pourcentage de journées skieurs étrangères versus françaises dans les Alpes, là aussi, c'est une réponse que je ne connais pas par cœur. À mon avis, c'est quelque chose comme 35% dans les Alpes françaises, entre donc 35% de clientèle étrangère, 65% de clientèle domestique. Mais là encore, si vous regardez dans le rapport, vous aurez le chiffre exact. Il y a pour chaque pays une cartouche graphique avec des camemberts qui montrent la part des skieurs étrangers et des skieurs domestiques. La Chine n'a-t-elle pas un peu aspiré les savoir-faire français en privant désormais les stations françaises de clientèle? Alors là, je vous dis 2 fois non.
je crois les savoir-faire français, c'est sûr que Poma allait vendre des télécabines, comme ont fait aussi les concurrents autrichiens. La Compagnie des Alpes est aussi allée vendre son savoir-faire à la Chine. Je ne dirais pas que la Chine l'a piqué comme ça. Les Chinois sont aussi assez malins. Ils ont aussi développé leurs propres expériences dans les stations de ski. Et il faut savoir que l'exploitation d'une station de ski en Chine se passe dans des conditions qui ne sont passablement différentes selon les régions des stations des Alpes. Dans une station où la température ne monte pas au-dessus de moins 20 degrés, produire la neige, faire le damage et tout ça est différent d'une station dans les Alpes. Dans les Alpes, on a souvent la température qui approche quand même de zéro. Ça fait des réactions sur la neige qui n'ont pas forcément quand on a la température qui ne monte pas en dessus de moins 20 degrés, comme c'est le cas dans certaines régions de Chine pendant 3 mois. Donc, je dirais que les Chinois ont aussi développé leur propre savoir-faire, même s'ils sont toujours demandeurs aussi d'expérience des autres pour s'en inspirer. Et puis, au niveau des clientèles, là, la réponse est vraiment non, non, non. Il n'y a pas de touristes anglais qui vont skier en Chine massivement et il n'y en aura, à mon avis, jamais, puisque finalement, le marché du ski international est intra-européen. Les skieurs long courriers sont assez anecdotiques. Alors, c'est sûr qu'on a quelques personnes qui ont envie d'aller découvrir comment est la Chine, mais c'est des gens qui iront de toute façon découvrir comment est l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Donc, c'est un peu des pigeons voyageurs, mais qui ne sont pas du tout représentatifs du gros du marché du ski. Et dans l'autre sens aussi, on ne va pas avoir des millions de Chinois qui vont débarquer ici. Les Chinois vont d'abord skier d'une façon domestique. S'ils veulent aller à l'étranger, ils iront d'abord au Japon, qui est quand même plus proche. Donc, ce sera intra-Asie. Et puis, on en aura quelques-uns qui voudront découvrir les Alpes. Effectivement, il y en a déjà qui viennent. Mais c'est plutôt une clientèle de niche. Voilà. Dans l'Oisans, il y a un projet de relier les deux Alpes à l'Alpe d'Huez. On en parle depuis longtemps. Se fera-t-il? À quelle échéance et quel est l'intérêt? Alors, c'est effectivement une question qui m'intéresse aussi. Je sais qu'on en parle et que ça semble venir concret, mais je ne sais pas pour quand. Je dois avouer que je n'ai pas une réponse claire à votre question. L'intérêt d'avoir une station si grande reliée par remontée mécanique, c'est au niveau marketing de pouvoir dire maintenant on n'a pas seulement 165 km de piste, on en a 360 ou je ne sais quoi. Ça intéresse les skieurs qui aiment bien être en itinérance sur un très grand domaine. Et puis financièrement, c'est quelque chose qu'on arrive aussi à soutenir, une connexion comme ça, puisqu'on va après vendre un forfait les deux Alpes, l'Alpe d'Huez, avec un prix supérieur de 5 € ou 10 € peut-être, qui permet de rentabiliser l'investissement. Tout le monde ne le prendra pas, mais je sais que quand ils ont fait la liaison à Paradis Ski, c'était quelque chose qui économiquement tenait aussi la route, en plus de l'aspect marketing. Pourquoi les stations françaises semblent ne pas entendre que c'est leur clientèle domestique qu'il faut travailler en premier lieu? Bonne question, je les découvre avec vous. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un peu une illusion de penser qu'il y a des flux internationaux de skieurs qui sont dans le ciel et puis que leur avion va atterrir, il suffit de les capter. Je crois que depuis que je fais mes analyses, qui m'ont permis aussi de mieux identifier les flux internationaux de clientèle et de le partager ouvertement, je crois qu'il y a quand même eu une prise de conscience des stations que cette clientèle internationale, elle n'était pas si grande que ça, qu'elle était limitée, qu'elle avait les mêmes problèmes que la clientèle domestique, et donc que c'est peut-être plus facile à apprendre à skier à un jeune Français que d'apprendre à skier à un jeune Anglais si on est une station des Alpes. Donc, je pense que maintenant, il y a quand même peut-être davantage d'attention sur la clientèle domestique qu'on en avait il y a 5 ou 10 ans en arrière. Peut-on estimer dans quelle mesure la France, grande destination des Anglais, va souffrir du Brexit? La grande question du Brexit, c'était lié à une façon de consommer le ski qui est très spécifique aux touristes anglais.
c'est ce qu'ils appellent les catered chalets. Donc, c'est ces chalets dans les stations qui ont du personnel anglais qui prend soin des visiteurs anglais. Donc, ils sont dans leur petit cocon anglais. Ils ont des gens anglais pour s'occuper de leurs enfants. Et donc, le personnel détaché était du personnel à statut anglais qui était détaché dans les chalets en France. Ils venaient là, pas forcément pour faire beaucoup d'argent, mais parce qu'on leur donnait un forfait saison et leur salaire était très faible. Donc, c'est ça, le Brexit met surtout ce modèle-là en péril, qui représente peut-être 10 ou 15% des skieurs anglais qui viennent dans les Alpes. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est sûr que si on doit maintenant avoir du personnel au statut français dans un de ces catered chalets, ça doit multiplier au moins par 4 le coût. Donc, ça va rendre une partie de ces chalets plus compétitifs. Et par exemple, en Suisse, ils ont déjà eu le problème il y a quelques années en arrière où on leur a dit non, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser du personnel au statut anglais. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ne sont restés que les chalets haut de gamme qui étaient vraiment très chers et qui s'adressaient à une clientèle qui peut se permettre de payer le prix. Mais donc, l'effet sur les Anglais, c'est surtout à ce niveau-là et ça touche 10 à 15% de la clientèle. Mais ce n'est pas exclu qu'ils trouvent encore des solutions. Pour l'instant, ça reste encore un point d'interrogation. Voilà, c'est un marathon de répondre à toutes ces questions. Je poursuis encore, j'en ai encore 3 là. La course au gigantisme est-elle encore de mise, encore censée pour les domaines français? Oui, bonne question aussi. Pendant un temps, les domaines français étaient les plus grands du monde. On avait les plus grands domaines interconnectés. Et tout d'un coup, les Autrichiens se sont mis à interconnecter leurs domaines et ont pris la première place à la France. Mais moi, je pars du principe qu'une grande station qui a 200 km de piste ou 400 km de piste, déjà, il faut être sûr de la façon dont ils sont mesurés. Ce n'est pas toujours représentatif de la réalité. Et je pense que ça peut être un argument marketing pour dire non, on est la plus grande station des Alpes, on est la plus grande station d'Autriche et ainsi de suite. Mais ce n'est pas forcément ça qui est déterminant. Je pense qu'au-delà d'une certaine taille, de toute façon, le skieur, en une journée, il ne pourra jamais tout faire. Même s'il est en séjour une semaine, il fera peut-être le tour une fois, mais ce n'est pas forcément un grand avantage. Donc pour moi, cette course n'est pas forcément justifiée. En haute-Tarentaise, la clientèle étrangère compte pour moitié. Oui, merci. Effectivement, moi, je vous donne des chiffres globaux. Les 35% que je vous ai donnés, c'est une moyenne pour l'ensemble de la France. Il faut tenir compte aussi qu'on a des régions qui captent beaucoup moins de clientèle étrangère que la Haute-Tarentaise. Dans des stations de Haute-Tarentaise, on a plus que 50 ou 60% de clientèle étrangère. Encore une question là sur les grands domaines interconnectés. L'avenir est-il aux grands domaines interconnectés, sachant qu'en France, par exemple, les propositions d'extension de domaines soulèvent de plus en plus de critiques. Oui, effectivement, je n'ai pas mentionné ça, mais on a simplement des problèmes maintenant d'étendre des domaines skiables. C'est devenu de plus en plus difficile. Les possibilités de le faire sont très, très limitées. L'exemple de connexion entre les deux Alpes et l'Alpe d'Huez, c'est un cas, mais il n'y en a pas 36 000. Donc, je vous dis, on a des domaines qui sont déjà suffisamment grands. Les étendre n'apporte pas forcément une valeur ajoutée et il faut encore arriver pour que ce soit économiquement intéressant pour l'exploitant, à justement pouvoir vendre après un forfait plus cher. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'ai réussi à répondre à toutes les questions qui m'étaient posées. Alors, François, Alexandre, je vous rends le micro. Merci Laurent pour toutes ces réponses. Merci à toutes et tous pour toutes vos questions. Moi, je note qu'il y a un certain nombre de sujets, notamment celui du yield management, celui
de l'environnement, celui du renouvellement des clientèles, celui également du parcours client qui faisait l'objet des masterclass que nous avions prévu d'organiser pendant ces 3 jours. Ça montre que ces sujets sont d'actualité et intéressent tout un chacun. Alexandre, le mot de la fin? Le mot de la fin, merci à Laurent, merci à toi, merci à vous tous d'avoir participé à la conférence. J'espère que Laurent a pu répondre à toutes vos questions. Vous avez tous mon mail, mon portable. Vous avez aussi les coordonnées de Laurent sur le communiqué de presse. Donc, n'hésitez pas, je vous ai tous envoyé le communiqué de presse. Vous avez le lien pour télécharger. Si jamais il y a le moindre problème, le moindre souci, vous n'hésitez pas à me contacter. Et donc, écoutez, je vous souhaite, je prends le mot de la fin, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et puis, j'espère à très bientôt. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.